Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Aujourd'hui, on va entamer la première capsule du cours Aménagement itinéraire et produits touristiques patrimoniaux destiné aux étudiants de la licence professionnelle promoteur du patrimoine territorial à valeur touristique et la licence professionnelle ingénierie de tourisme. Ce cours a été préparé en collaboration entre Saïd Boujrouf, professeur de géographie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech, et Veronica Blanco Magariños, qui est une étudiante de l'université de Santiago de Compostela en Espagne. Et cette première capsule de ce cours va se centrer sur la question de tourisme, patrimoine, médiation et valorisation, bien sûr, en étudiant le rapport entre ces différents secteurs et l'itinéraire touristique. Pour introduire ce cours, on va d'abord discuter de la question de l'itinéraire. Vous savez bien qu'il y a plusieurs mots qui se ressemblent, qui peuvent être utilisés de la même façon, mais en même temps et sont différents en réalité. L'itinéraire, la route, le circuit, le trajet, la boucle, le chemin touristique. Plusieurs mots qui peuvent être utilisés si on ne fait pas attention et sont vraiment différents. Donc, l'itinéraire touristique, il peut en réalité être l'équivalent un peu de la route touristique. Celle-ci, qui se définit comme un trajet à suivre le long d'un chemin pittoresque axé sur une thématique distinctive et qui relie un certain nombre de sites touristiques évocateurs et ouverts aux visiteurs. Dans une route touristique, on y trouve également une variété de services complémentaires tels l'hébergement, la restauration, les postes, l'essence, ainsi que des services d'accueil et d'information touristique. Donc cette manière de voir le circuit touristique, il peut être développé à partir du travail du ministère du Tourisme et du ministère du Transport du Québec dans un livre appelé Politique de la signalisation touristique. Bien sûr, il faut savoir que si le trajet est en boucle, c'est-à-dire le départ et l'arrivée se font au même point, il sera appelé circuit. Si les points de départ et d'arrivée sont différents, il sera appelé route ou bien sûr itinéraire. La route touristique constitue une destination en soi, où il peut permettre d'atteindre une destination par un itinéraire touristique. Sur une route touristique, l'automobiliste ou le voyageur peut suivre un parcours en dehors des grands axes routiers afin d'agrémenter ses déplacements, d'éviter la monotonie et de découvrir les richesses propres à la région. La route touristique ou l'itinéraire touristique permet d'être en contact avec le patrimoine d'une région, qu'il soit culturel, historique ou naturel, et sert de lien entre les différents sites distinctifs qui la composent ou qui composent l'itinéraire touristique. Donc un itinéraire touristique, on le voit équivalent dans le jargon québécois de la route touristique. Donc
Pourquoi faire cette route ou cet itinéraire touristique? Comment le faire et quel contenu? Bien sûr, on va détailler tout cela après, mais il faut signaler au début que l'itinéraire touristique passe par un certain nombre d'étapes de conception et bien sûr dans lesquelles la première chose à faire, c'est établir un diagnostic et mesurer la pertinence de développement de l'itinéraire touristique, en prenant en compte de faire des recherches qui permettent de connaître l'offre de routes touristiques dans la région et dans la région concernée par le montage de projets d'itinéraire touristique et dans les régions avoisinantes. Et en même temps, évaluer si la région possède une thématique distinctive et particulière qui pourrait être la thématique qui pourrait se développer comme titre à l'itinéraire touristique qu'on voudrait monter et qui pourrait attirer et retenir l'attention des visiteurs et des touristes pour venir visiter cette région. Et en même temps, si on voudrait concevoir et réaliser un itinéraire touristique, en deuxième lieu, il faut effectuer un inventaire. Un inventaire en parcourant le trajet potentiel, prendre des notes, des photographies et voir les sites disponibles, quelles informations donnent sur la région, quels aménagements existent, quels équipements existent. Et aussi recenser la majorité des sites touristiques qui ont un intérêt important, comme les musées, les lieux d'interprétation, sites historiques, attraits touristiques, etc. Les établissements d'hébergement, tous les équipements qui peuvent fournir un service aux touristes visiteurs ou voyageurs pourront être recensés dans le cadre de cette démarche. Bien sûr, il faut, en faisant l'inventaire, vérifier la capacité d'accueil des lieux. Est-ce que la capacité d'accueil existante pourrait répondre à la demande d'un certain nombre de touristes qui vont venir visiter la région et voir la qualité des aménagements, la qualité de l'accueil et des installations et les périodes d'ouverture de ces installations et de ces équipements et bien sûr de tous les aménagements réalisés ou existants dans la région et qui peuvent être utilisés dans le tourisme. Et aussi identifier toute possibilité de corriger s'il y a des difficultés ou des problèmes ou des défis que pourrait affronter l'activité touristique dans la région. Et en troisième lieu, rechercher des partenaires qui peuvent être impliqués dans le développement de cet itinéraire touristique qu'on voudrait monter dans une région quelconque. Donc, on peut dire que l'itinéraire touristique et son montage, il pourrait s'inscrire dans la démarche de montage de projets que vous avez vu dans le semestre précédent. Donc vous pouvez revenir à cette méthodologie, il va vous aider beaucoup parce que il y a d'abord le diagnostic et il y a en deuxième étape le montage de projet. Donc c'est à peu près la même chose, bien sûr avec des différences, surtout en ce qui concerne le volet technique qu'on va voir en détail dans la capsule 3. Et en même temps,
quand on parle route, ou circuit, ou trajet, ou itinéraire, ou boucle, ou chemin, on peut aussi parler en général de trajet. Mais on peut parler aussi de montage d'un produit touristique basé sur le forfait. Et bien sûr, quand on voudrait monter des projets comme ceci, on devrait avoir des partenaires et différents professionnels de tourisme ou différents acteurs de l'activité touristique sur un territoire donné. Il s'agit de l'agence de voyage, des transporteurs, des restaurateurs, des guides, etc. Donc un produit ou un itinéraire touristique est un projet en fin de compte de territoire qui contribue au développement local. Il doit être économiquement viable et demande des compétences diversifiées pour son montage et sa mise en place. Il nécessite des études de diagnostic territorial, des études de marché et une réflexion sur son exploitation, son financement et sa rentabilité. Et bien sûr, là, il faut une thématique de l'itinéraire touristique ou du produit touristique qui peuvent être des thématiques qui respectent un certain nombre de conditions que Pierre Chauzeau explique dans son livre « Et si les territoires se thématisaient ?» Espace Tourisme et Loisirs, numéro 183, juin 2001, dans un dossier thématique « Une nécessité marketing ». D'abord, ces conditions. La première, s'appuyer sur un thème suffisamment fort et riche. Deuxièmement, avoir une cohérence d'ensemble du début à la fin du trajet qu'on visite. Troisièmement, se décliner et se décomposer en sous-éléments, et on va voir cela dans les détails techniques, et pouvoir passer en dernier, pouvoir passer de la mise en scène à la mise en marché. Ça veut dire vendre le produit sur le marché touristique. Donc en fin de compte, monter un itinéraire touristique, c'est le montage des projets pour faire le développement des territoires, faire reconnaître ses ressources et son patrimoine, échanger avec les autres, surtout les visiteurs et les touristes, et faire brancher son territoire avec les marchés touristiques. Donc, quel rapport avec l'environnement touristique? Comment s'y adapter? Pourquoi et comment prendre en compte le patrimoine dans le tourisme? C'est la problématique à laquelle on va essayer de répondre dans cette première capsule. Donc, pour répondre à ces questions qu'on vient de poser, nous voudrions bien commencer par parler un peu de tourisme, qui est le cadre où on construit ces produits touristiques ou ces itinéraires touristiques. On sait bien que le tourisme est une activité économique pour le développement d'un pays ou d'une région ou d'un territoire. C'est aussi un facteur d'échange humain. Mais aussi c'est une activité humaine qui a des retombées et des impacts sur les territoires, soit qui envoient les touristes ou ceux qui reçoivent l'activité touristique. C'est un mouvement dans le temps et dans l'espace. Il pourrait être aussi un mouvement virtuel et qui pourrait avoir
comme je disais, des impacts psychologiques, comme il peut être aussi des impacts économiques, matériels ou immatériels. C'est une activité humaine pour le changement du quotidien, bien sûr. L'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, le définit comme un déplacement hors de chez lui pour plus de 24 heures et moins de 4 mois. Pour le touriste, c'est une forme de voyage, de loisir, de repos, de détente, de distraction, etc. Et c'est une forme d'activité pour les transporteurs, les propriétaires d'infrastructures d'hébergement, pour les restaurateurs, pour les animateurs, pour les opérateurs et organisateurs, pour les guides, etc. C'est une activité qui nous change. Voyager, ça fait avancer. Développe nos capacités mentales et les stimule. Le tourisme tient des dimensions culturelles, mentales, sociales, mais principalement économiques. Bien sûr, c'est le monopole des professionnels du tourisme. Il faut que les gens consomment plus et voyagent plus. Donc, c'est un bien pour les acteurs de l'activité touristique, mais aussi c'est un bien pour la population qui reçoivent, les territoires qui reçoivent, mais aussi c'est un bien pour les touristes, les voyageurs et les visiteurs qui pratiquent cette activité. Donc le tourisme, c'est un système d'acteurs, comme le définit Rémi Knafou. Donc c'est un système d'acteurs, de pratiques et d'espaces qui a pour objectif d'assurer la récréation des individus par le déplacement et l'habitat temporaire hors des lieux des quotidiens. Et par ailleurs, le patrimoine est la ressource potentielle et primaire d'une industrie puissante, l'industrie du tourisme bien sûr. L'Organisation mondiale du tourisme incite au développement d'un tourisme durable. Et aussi, le tourisme doit impliquer la population locale dans les activités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel. De nos jours, il faut savoir innover pour un tourisme adapté et qui va dans ce sens de la durabilité, de l'intégration de patrimoine, ça veut dire essentiellement des spécificités, mais aussi d'intégrer les territoires et les acteurs des territoires concernés. De ce fait, quand on commence à parler du patrimoine, cela relève un certain nombre d'éléments qui sont en connexion directe avec le patrimoine. C'est la question de l'identité, de la médiation, qui sont des éléments importants quand on aborde le tourisme et le montage des projets de produits ou d'itinéraires touristiques. C'est pourquoi la médiation et l'interprétation sont fondamentaux pour préserver les identités, mais aussi pour bien valoriser les produits et les itinéraires touristiques. Donc on ne peut pas valoriser un produit touristique ou une région dans le cadre du tourisme sans faire attention aux questions des identités et du patrimoine. Et jouer la carte de la médiation, c'est elle qui fait connaître et reconnaître ces territoires et leur richesse patrimoniale et
identitaire. Et cela nous amène toujours dans la question de la médiation du patrimoine, de la culture et du tourisme, qu'il s'agit de faciliter la communication directe et indirecte. Donc le champ de la médiation est un champ plus vaste qui donne la possibilité de communiquer avec l'autre et faire la communication directe ou indirecte entre la population qui reçoit l'activité, entre aussi les différents acteurs et les concepteurs de produits touristiques. Mais il faut parler d'une médiation interdisciplinaire et cela nous fait arrêter sur la question de qu'est-ce que la médiation culturelle. Donc, comme vous voyez à droite de la diapo, c'est promouvoir l'accès à la culture et l'enrichissement culturel pour tout le monde. Et la médiation culturelle se fait dans le but de développer l'épanouissement ainsi que l'autonomie de chacun. De chacun, ça veut dire un individu, une famille, une collectivité, un groupe, un village, un territoire, une zone, un espace donné. La médiation culturelle favorise la diversité des formes d'expression culturelle et des formes de participation à la vie culturelle. Ça veut dire c'est une valorisation de tout le patrimoine culturel qu'on peut avoir dans une région, dans un territoire ou dans un village ou dans un espace donné. La médiation culturelle peut être associée à d'autres activités comme les débats, les ateliers, la promotion de la vie d'un quartier ou comme j'ai dit d'un village ou d'une région. La culture détermine l'identification d'un groupe de personnes de la même manière que la personnalité détermine l'identité d'un individu. Et les différences entre les cultures augmentent les possibilités de conflit si on ne fait pas très attention à cela. C'est pour cela que l'adaptation au contexte est très importante. Et bien sûr, veiller aux constructions de ponts de communication entre les différents acteurs de l'activité touristique. Cela nous amène sur un autre élément très important dans la valorisation touristique, mais aussi la valorisation patrimoniale et comment elles se croisent par le fait de l'interprétation. Comment on interprète un patrimoine, une culture, à un touriste et qu'est-ce qui se passe en même temps que l'interprétation fonctionne et se fait par des professionnels pour arriver à communiquer avec l'autre ou faire communiquer les acteurs entre eux. Partant des travaux de Freeman Telden, qui voit que l'interprétation du patrimoine culturel et naturel est une activité éducative qui vise à révéler les significations et des relations grâce à l'utilisation d'objets originaux par l'expérience professionnelle, l'expérience personnelle et par les médias illustratifs plutôt qu'une simple communication des informations factuelles. Ça veut dire que l'interprétation est une activité éducative. Il donne une éducation
à tout le monde qui la pratique et à tout le monde qui la reçoit aussi. C'est pourquoi l'utilisation d'objets originaux et l'expérience personnelle, en passant par les médias illustratifs, peut jouer cette question de communication qui a une dimension complète pour vraiment faire passer ce message éducatif et d'information profonde et spécifique. Le concept de l'interprétation tient en 5 grands principes. Le premier, se demander pourquoi les visiteurs viennent et ce qu'ils attendent d'un site touristique. Deuxièmement, offrir un tout plutôt qu'une partie. Ça veut dire essayer d'intégrer plusieurs composantes. Et des composantes soit complémentaires, soit différenciées et qui font un ensemble cohérent et intégré. On crée une révélation dans la personnalité des visiteurs pour faire un peu en sorte que la personne qui visite tient des rêves ou essaye de penser sur ce qu'il voit. Couler la matière brute dans les formes artistiques. Ça veut dire travailler le patrimoine qu'on a sur place d'une manière très artistique pour influencer la personne qui le reçoit. Se garder de tout excès. Ça veut dire qu'il faut faire très attention de ne pas exagérer ou de vendre les mensonges dans un produit touristique ou dans cette interprétation du patrimoine aux visiteurs. Mais on ne peut pas oublier que l'éducation est toujours conditionnée. Interpréter et instruire dans un certain sens. Toute interprétation est donc politique par nature. L'objectivité pure n'existe pas, bien sûr. L'interprétation est un modèle de gestion du patrimoine très lié à la communication parce que ce qu'on ne communique pas n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment choisir les éléments à communiquer et surtout qui ont, comme on a dit, une valeur identitaire, patrimoniale, qui construit le message exact et riche qu'on voudrait communiquer aux visiteurs ou bien à l'autre. Le tourisme de nos jours pose un certain nombre de problèmes, surtout celui lié au tourisme de masse. Serait-il possible d'allier tourisme de masse et tourisme durable? C'est une question qui se pose, bien sûr. Mais dans les régions sur lesquelles on va travailler, nous, c'est des régions où ils ne peuvent pas supporter le tourisme de masse. Donc, c'est plutôt, on adopte le concept de tourisme durable et l'expérience des régions qui sont en difficulté et qui sont des régions de montagne très fragiles et qui connaissent des gros aléas. Donc, il faut qu'on fasse très attention quand on voudrait monter des itinéraires touristiques ou des produits touristiques qui devraient respecter ces milieux fragiles. Et nous voyons aussi que le tourisme culturel et naturel est une branche importante pour ces régions et ils peuvent prendre place dans le marché touristique sans problème. Donc, il devrait y avoir une offre diversifiée avec des demandes et des marchés différents. Bien sûr, golf, congrès, culture, balnéaire, je peux dire que sont
en majorité, sauf culture, extra pour notre territoire, et ils sont des lieux qui présentent des espaces d'activité essentiellement touristiques de masse. C'est pourquoi il faut travailler sur la question de durabilité et de tourisme culturel et naturel qui sont plutôt liés à des espaces ruraux, à des espaces de montagne, balnéaires aussi, mais plutôt hors grandes agglomérations et grandes villes. Le culturel, en deuxième lieu, développe des visites, d'expositions, tout ce qui est industriel hérité, religieux, jardin, artisanat, gastronomie, apprentissage de langue, ville historique ou douar historique ou village historique, festival du cinéma, site archéologique, culture traditionnelle et populaire. Et bien sûr, il faut travailler des nouveaux produits qui adoptent l'innovation, parce que l'innovation joue un rôle très important dans la création de nouvelles formes du tourisme, bien sûr qui prend en compte cette dimension, comme on a dit, de durabilité et aussi de culture. Et bien sûr la spécificité de ces territoires qui sont concernés par le montage de produits touristiques et des itinéraires touristiques. Aujourd'hui, on essaye de proposer de nouvelles formes qui font la connexion entre patrimoine, culture et tourisme. C'est le tourisme orange, qui est proposé dans le livre Tourisme et économie, qui est apparu en 2015 par Jordi Tresserras, Juan Osseltur, dans le site mentionné ci-dessus. Donc on donne une couleur au tourisme qu'on a appelée orange. Donc la couleur du tourisme culturel et créatif, direction vers une alliance entre la culture et le tourisme. Au cours de dernières années, dans le débat sur l'importance de l'économie culturelle et créative, qui a été appelée l'économie orange, des chercheurs et des professionnels travaillent dans la promotion d'un véritable partenariat entre les secteurs culturels et touristiques pour promouvoir le tourisme culturel et créatif, et qui ont opté pour ajouter aussi la couleur comme les autres segments du tourisme. C'est comme ça qu'il est né le concept de tourisme orange. Donc, qu'est-ce que c'est que le tourisme orange? C'est un tourisme durable qui favorise le développement culturel, économique et social grâce à la gestion du tourisme responsable, du patrimoine culturel, de la production artistique et des industries culturelles et créatives. Mais tout cela, bien sûr, c'est pour attirer le touriste ou le visiteur ou le voyageur. L'objectif est toujours et essentiellement la satisfaction du touriste comme client. Mais comment atteindre cet objectif? Bien sûr, il ne faut pas faire des illusions en déclarant le produit qu'on voudrait vendre ou l'itinéraire qu'on voudrait pratiquer. Bien sûr, en jouant la carte du sentimental et de l'émotionnel pour influencer vraiment ce visiteur qui va choisir une destination pour ses vacances et son voyage. Et bien sûr, il faut s'adapter aux différents types de clients, les marchés,
Ils sont différents selon les clients, selon l'âge, selon le sexe, selon les pays, selon les cultures, etc. Il faut savoir ce que ces clients cherchent. Ils cherchent d'abord la qualité, des bonnes infrastructures et de services, et des offres personnalisées pour répondre à leurs intérêts personnels, la sécurité et la question de la santé aussi, etc. Il ne faut pas oublier quand on monte un projet d'itinéraire ou de produit touristique que le touriste ou le visiteur, il est bien informé. Et il a beaucoup d'informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux, les plateformes des fournisseurs de services, les catalogues et dépliants, les agences en ligne, les destinations émergentes. C'est pourquoi toute production devrait prendre en compte ces données et qu'il soit vraiment une offre qui prend en compte la réalité des marchés, les évolutions, les tendances, mais aussi que le touriste n'est pas l'idiot, comme on disait. Donc, c'est quelqu'un qui est conscient, qui cherche vraiment pour aller dans une destination. Il fait tous les calculs nécessaires pour être sécurisé, pour trouver ce qu'il cherche et pour satisfaire vraiment ses besoins et atteindre ses objectifs de départ. Et cela nous pousse à aller vers la gestion du tourisme et son caractère ou sa spécificité. Il est toujours nécessaire d'être réaliste, comme on a dit, et faire une gestion sur un produit ou un marché spécifique. Le tourisme culturel et naturel est un regroupement d'activités qu'on trouve dans le marché. Pour tout type d'offre touristique, il doit y avoir des conditions. Premièrement, envie de connaître et de comprendre. C'est essentiel pour le touriste. Et le branchement de la population locale par contact avec le touriste. Il ne faut pas ignorer la population locale et l'exclure de des processus de construction touristique. Donc, il faut partager l'activité touristique avec la population locale pour qu'il y aura des échanges, bien sûr, des échanges avec la population et entre la population et les visiteurs ou les touristes. Et bien sûr, inclure une dimension culturelle et ou naturelle. Parce que le touriste, bien sûr, cherche toujours des éléments culturels ou naturels, même parfois s'ils sont vraiment des produits touristiques qui n'ont rien à voir avec la culture et la nature. L'intervention de médiateurs ou de médiatrices pour bien assurer la valeur du produit, sa présentation et son explication. Ça veut dire qu'il faut les spécialistes de la communication, de la médiation, de l'interprétation pour faire véhiculer et communiquer comme il faut le produit qu'on essaye de produire et qu'on voudrait déposer confortablement et comme il faut sur le marché de production et le marché de consommation touristique. On ne peut pas oublier que la culture et l'environnement sont très importants dans l'offre et pour le marché touristique parce qu'ils accroissent la qualité et permettent de découvrir de nouvelles destinations hors circuit traditionnel du tourisme de masse. Et toujours dans le cadre de cette gestion du tourisme,
on ne peut pas oublier que le patrimoine peut être utilisé comme une arme de l'identité, une image de marque, comme par exemple Bilbao ou la Catalogne en Espagne. Donc, la question de patrimoine peut jouer deux rôles. Il peut être politique comme il peut être touristique aussi, qui peut être une façon de développer les territoires et de développer les économies des territoires concernés, bien que c'est une spécificité qu'on ne trouve pas ailleurs. L'accessibilité aux ressources patrimoniales dans la gestion du tourisme joue un grand rôle, car la gestion du nombre de touristes ou de visiteurs est aussi centrale. Est-ce que la capacité de charge d'un lieu pour développer sa capacité, il est apte pour recevoir un tourisme par exemple de masse ou qui dépasse la charge de son territoire ou de l'espace concerné. Donc il faut faire très attention à cette question de capacité de charge pour ne pas détruire le patrimoine, les identités et les richesses culturelles des zones visitées. Il faut faire très attention aux questions des horaires, aux conditions d'accessibilité, à la sécurité et les risques aussi de santé. La coopération, l'importance de la coopération entre la gestion du patrimoine et son usage pour le tourisme devrait se faire dans le cadre d'une coordination entre ce qui est culturel, touristique et environnemental. Ça veut dire prendre en compte ces trois dimensions qui sont vraiment importantes dans leur croisement. Et la coopération entre les différents acteurs. La population comme moteur de développement, surtout dans le tourisme rural, devrait être un acteur important qui devrait être présent dans toute conception de produits touristiques. En conclusion, nous voyons que le patrimoine culturel et naturel sont des ressources où ce patrimoine naturel et culturel, il constitue des ressources essentielles pour la composition des destinations touristiques. À cet effet, on devrait les valoriser et savoir les adapter pour élaborer des produits touristiques au service de développement territorial. C'est pour cela que le patrimoine est une ressource, mais aussi un produit avec la capacité de créer de l'emploi et générer le développement territorial. Mais dans ce processus qu'on met en place dans une région, dans un village, dans une ville, dans un territoire, dans une vallée, il y a des risques, puisque la conservation et la protection doivent rester primordiales. Une partie des bénéfices du tourisme devrait retourner pour faire la conservation, la protection et la diffusion du patrimoine. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la valorisation patrimoniale dans le sens de la sauvegarde de ce patrimoine pour sa durabilité et son passage aux générations futures. Mais comment valoriser donc le patrimoine naturel et culturel dans des régions aptes pour le développement touristique? Comment élaborer des produits touristiques? Comment créer des itinéraires touristiques et réaliser des aménagements pour contribuer au développement territorial des régions concernées? C'est ainsi que cette capsule prend fin et nous essayerons dans la capsule 2 de répondre en partie à ces questions posées en cette fin de cette capsule. Merci.